bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Tout de suite les titres de l'actualité. Conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 76 ressortissants algériens bloqués en Roumanie sont rentrés au pays. Ils ont été rapatriés hier soir à bord d'un avion spécial d'Air Algérie. Tous ont salué les efforts des autorités algériennes. On s'intéressera par la suite à la transformation numérique dans le secteur de l'administration. Simplifier la vie des usagers et lutter contre la bureaucratie, une nécessité. La santé s'y est déjà mise. L'exemple d'une polyclinique dans la wilaya de Médéa. L'arganiculture, il en sera également question. La conservation des forêts de Mestaranem s'attelle à promouvoir la multiplication et la protection de l'arganier. Les résultats d'une première expérience pilote dans la wilaya se sont avérés encourageants. Au Maroc, la répression violente des manifestations pacifiques se poursuit. Plusieurs enseignants contractuels revendiquant l'amélioration de leur conditions socio-professionnelles ont été arrêtés, blessés, mais restent déterminés à poursuivre leur combat. Nous vous parlerons pour finir de l'artiste Aden Mustafa, l'un des pères fondateurs des arts contemporains algériens. Ses œuvres et créations sont exposées au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 76 ressortissants algériens bloqués en Roumanie sont rentrés au pays. Ils ont été rapatriés hier soir à bord d'un avion spécial d'Air Algérie qui a atterri à l'aéroport Houari Boumediene. Tous ont salué les efforts des autorités algériennes. Emel Bouarba. Un premier groupe de 76 ressortissants a été rapatrié jeudi soir à bord d'un vol spécial d'Air Algérie en provenance de l'aéroport de Bucarest en Roumanie. Cette opération de rapatriement a été organisée conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. J'ai directement contacté l'ambassade qui m'a tout de suite pris en charge avec chambre d'hôtel, nourriture et tout ce qu'il faut. Nous avons vécu beaucoup de choses terribles en Ukraine, mais Dieu merci, nous sommes enfin là. Je tiens à remercier avant tout le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Et je tiens également à remercier vivement le staff de l'ambassade d'Algérie en Roumanie. في رومانيا نشكرها كثير ونشكر كل الطاقم الموجود في القنصلية وربي يخليهم وإن شاء الله. Je suis très fière d'être algérienne. Je remercie tous ceux qui ont permis notre rapatriement et à leur tête le président de la République, car il a répondu à notre appel de détresse. Je les remercie du fond du cœur, que Dieu les bénisse. Je remercie tous ceux qui ont participé à notre rapatriement. Ça fait un grand plaisir. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises au niveau de l'aéroport international d'Alger dans la mobilisation d'équipes médicales afin d'assurer des tests anti-Covid et une prise en charge psychologique de nos ressortissants. Ils nous ont accueillis à l'aéroport, ils nous ont bien pris en charge. Nous n'avons subi aucune contrainte. Je tiens à remercier le staff de l'ambassade et évidemment le président de la République, car il a permis notre rapatriement à partir de l'Ukraine. On nous a fait la PCR et on a trouvé le bus qui nous attendait pour nous transporter. Tout nous a été facilité au niveau de l'aéroport. Je tiens à remercier l'ambassade d'Algérie en Roumanie et en Ukraine. Et bien sûr le président de la République de nous avoir permis de rentrer chez nous. Nous saluons le travail des représentations diplomatiques algériennes pour tout ce qu'elles ont fait pour nous sauver. Toutes les dispositions ont été prises de façon rapide pour assurer le vol de rapatriement. Nos ambassades sont très actives au niveau des frontières ukrainiennes pour permettre le passage de nos ressortissants vers la Roumanie, la Hongrie et la Pologne. La grande majorité s'est dirigée vers la Roumanie. Nous encourageons les ressortissants à se diriger vers les frontières. Les ambassades sont mobilisées pour les prendre en charge. Un hommage donc aux autorités du pays et beaucoup d'émotions et de joie de retrouver leur patrie et leur famille.
Depuis le début de la crise en Ukraine, l'Algérie a pris toutes les mesures au niveau des représentations diplomatiques dans les pays limitrophes à l'Ukraine, en gardant un contact permanent avec nos compatriotes. Redynamisation des investissements. À Chlef, plus de 30 autorisations d'exploitation de projets ont été octroyées. Cette wilaya compte de nombreux projets économiques pourvoyeurs de richesses dans différents segments d'activité. Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zardar, s'est rendu dans la région et a inspecté plusieurs projets. Badea Marni. La wilaya de Chlef connaît une grande dynamique sur le plan industriel. De nombreuses entreprises économiques sont opérationnelles et évoluent dans différents secteurs d'activité, à l'exemple de l'entreprise de transformation du verre et le groupe JICA spécialisé dans la fabrication du ciment et ses dérivés qui vient d'être doté d'une nouvelle ligne de production destinée à l'exportation. C'est une entreprise leader dans son domaine qui a su s'imposer au fil des années grâce aux efforts de ses employés et de son staff dirigeant pour mettre sur le marché un produit conforme aux standards internationaux. Preuve en est que nous exportons notre ciment. Nous travaillons beaucoup pour développer notre entreprise et la hisser à la place qui lui sied. Le tissu des petites entreprises Chlef s'est également développé, à l'exemple de cette entreprise spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques qui a bénéficié d'une autorisation exceptionnelle d'exploitation dans le cadre de la levée du gel sur les investissements. Nous ciblons dans un premier temps les produits qui ne sont pas fabriqués en Algérie pour réduire la cadence des importations. Nous allons certifier cette unité aux normes ISO. Nous avons un projet d'extension pour fabriquer les produits injectables et biosimilaires. Nous avons inspecté des projets privés, des petites entreprises qui ont connu beaucoup d'entraves. Vous avez constaté avec nous le volume des nouveaux projets dotés de technologies de pointe et la présence de partenaires italiens qui accompagnent l'industrie algérienne. Beaucoup d'investisseurs à Chlef ont obtenu des autorisations d'exploitation exceptionnelles. Le nombre total des projets dégelés a atteint les 600 au niveau du territoire national. Et on vous parle à présent de transformation numérique dans le secteur de l'administration. Il s'agit là de simplifier la vie des usagers et surtout de lutter contre la bureaucratie qui n'est à vrai dire plus un choix mais une nécessité. L'exemple ce soir à Ouargla, Marim Tamis. Accélérer le processus de numérisation des administrations publiques est devenu une nécessité pour améliorer la qualité des services proposés aux citoyens. Pour ce faire, il est désormais inévitable à court et moyen terme de mettre en place un système moderne élargi à tout le territoire avec la mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour atteindre cet objectif. Ce qui permettra avant tout un gain de temps considérable, mais aussi une économie de consommables. L'Algérie aujourd'hui importe 1,2 million de tonnes de papier d'une valeur de 400 millions d'euros. C'est une lourde facture et cela à cause de l'utilisation excessive des papiers dans les administrations. La présence de l'entreprise sur une plateforme digitale est déjà un grand pas vers la transition numérique, en plus de l'utilisation des techniques d'information et de communication. Les techniques d'information et de communication. Cela permet aux entreprises algériennes de collaborer avec différentes entreprises étrangères et atteindre la qualité requise en matière de gestion et de production. Afin de développer l'utilisation des TIC dans les administrations et d'assurer une formation pratique aux entreprises publiques et privées, une rencontre nationale s'est tenue autour de la numérisation des documents administratifs et techniques parrainée par le ministère de la Numérisation et des Statistiques. L'objectif principal de cette rencontre est de rapprocher les entreprises publiques et privées des acteurs activant dans ce domaine et les sensibiliser quant à l'importance de la transition numérique. Le point de départ est de numériser les documents et les procédures administratives pour réussir le processus de transition numérique et améliorer par conséquent le service public. À l'heure de la révolution numérique, le recours aux nouvelles technologies tient une place essentielle dans le monde des entreprises, un moyen efficace pour accroître les performances.
Une étape qui devrait en appeler d'autres. Et c'est justement le cas pour le système de santé. Le secteur se numérise peu, comme au niveau de cette polyclinique dans la wilaya de Médéa, où la e-santé a permis une meilleure prise en charge des patients avec un gain de temps non négligeable. Fini les longues files d'attente dans cet établissement de santé de proximité de la wilaya de Médéa. La numérisation a considérablement simplifié la prise en charge des malades. Nous avons informatisé le système de gestion, notamment pour les entrées et les sorties des malades. Cela a été généralisé à plusieurs polycliniques de la région. Grâce à la numérisation, nous pouvons lier les établissements de santé du pays sur une même plateforme. À notre niveau, nous avons réussi à mettre au point une carte électronique qui permettra à d'autres établissements de santé d'avoir accès au dossier médical du patient en un temps record. Une carte médicale personnalisée qui regroupe un accès à toutes les informations du patient. Une nouveauté très bien accueillie par les malades et aussi par le personnel de santé. Il n'y a plus de problème de gestion, c'est vraiment un gain de temps. Grâce à ce système, nous pouvons savoir combien de malades sont dans la salle d'attente, et cela sans avoir à se déplacer. Avant même que le patient n'entre dans la salle de consultation, nous pouvons savoir grâce à sa carte médicale si ce dernier a des antécédents médicaux ou chirurgicaux. La e-santé, une révolution dans le système de gestion, une opération que le secteur de la santé prévoit de généraliser à toute structure sanitaire du pays. Vous n'êtes pas sans savoir que l'arganier est un arbre endémique rare et riche en vertus. La conservation des forêts de Mesdranem, en collaboration avec des pépinières, s'attelle à promouvoir sa multiplication et sa protection. Une de nos équipes s'est enquis de la situation de sa plantation, Yasmine Massoudi. L'arganiculture suscite un intérêt particulier dans la wilaya de Mostaganem. Les résultats de la première expérience pilote de la plantation de cet arbre endémique très rare et aux multiples vertus se sont avérés encourageants. Vers la fin des années 90, nous avons lancé un pilote qui consiste en la plantation d'arganier dans 5 périmètres différents. Nous tentons d'obtenir des semences viables pour obtenir par la suite des plants. Là, nous environ 210 arbustes. Chaque année, nous tentons d'étendre des périmètres de plantation. Notre but est de concevoir un peuplement porte-graines. Cette pépinière relevant de la conservation des forêts de la wilaya se charge de la récolte des graines d'arganier ainsi que de la production des plants. Ces dernières années, nous accordons une importance particulière à la plantation de l'arganier. Les graines proviennent principalement des périmètres de Sidia et de Barrahal. En ce qui concerne le procédé, nous mettons les plants dans des sacs spéciaux, comme vous pouvez le voir, à 5 cm de hauteur et nous attendons leur germination. Nous gardons les plants dans la pépinière durant 2 années pour qu'ils puissent s'adapter au climat avant de les planter. Le commerce d'arganier constitue de nos jours une véritable chaîne économique du fait de la demande croissante sur les marchés extérieurs, notamment par les industries cosmétiques. Le ministère de l'Agriculture a alloué l'année dernière une enveloppe de 93 millions de dinars pour développer la culture de l'arganier. Le programme national à l'horizon 2020 a également été élaboré pour réhabiliter et développer les arbres fruitiers résistants, dont l'arganier. Nous sommes le 4 mars, journée mondiale de lutte contre l'obésité. Considérée comme une épidémie mondiale par l'OMS, l'obésité n'a cessé de progresser dans le monde ces dernières années. 800 millions d'entre nous vivent avec cette maladie et des millions d'autres sont à risque. Quant à l'obésité infantile, eh bien, elle devrait augmenter de 60% au cours de la prochaine décennie pour atteindre 250 millions d'ici 2030. Et c'est chez nous, en Algérie, les chiffres mettent en avant une consommation de 30 kg de sucre par habitant et par an, soit 10 kg de plus que la moyenne mondiale. L'industrie agroalimentaire et notamment les producteurs de boissons et de jus sont pointés du doigt. C'est pourquoi le ministère du Commerce instaurera une nouvelle réglementation qui fixera le taux du sucre à 10,5% dans les boissons. Emel Bouarba. Les
Chiffre on ne peut plus éloquent. Les Algériens consomment 55 litres de jus et de soda par an et par habitant, selon des données avancées par le ministère du Commerce. Des produits à forte teneur en sucre qui ont des répercussions énormes sur la santé, représentant un facteur favorisant l'obésité, notamment chez l'enfant. Les pouvoirs publics veulent mettre leur holà et amener les producteurs à limiter le taux de sucre. À cet effet, une nouvelle réglementation devrait voir le jour prochainement. La moyenne de la consommation de sucre total, elle est de 140 grammes par litre pour les boissons à base de jus et les boissons rafraîchissantes. Donc les sodas, les boissons gazeuses, les extraits, les boissons d'extrait de thé, les boissons énergisantes. L'opérateur économique va réduire cette teneur à 105 grammes par litre. Par rapport au jus de fruits, la nouvelle réglementation interdit l'ajout de sucre. Donc, il n'y aura pas de sucre par rapport au jus de fruits et le jus de légumes. Pour le texte des boissons, il est adopté au niveau du secrétariat général du gouvernement. L'opérateur économique doit mentionner la quantité de sucre ajouté. Il faut dire que le nombre de producteurs de boissons s'est multiplié ces dernières années. Une grande majorité échappe totalement au contrôle avec des produits hors normes, d'où l'importance d'assainir la filière. Il faudrait qu'il y ait des normes que tout le monde est tenu d'appliquer. C'est dans ce sens-là que nous avons proposé, ça fait déjà maintenant depuis 2018, le règlement technique algérien qui touche tout ce qui est jus, nectar de jus, tout ce qui est boisson à base de jus, tout ce qui est boisson aromatisée, tout ce qui est jus de légumes. Le problème qui reste posé, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez au niveau des boissons, nous sommes organisés et les producteurs ont commencé à le mettre sans attendre qu'il y ait une réglementation. Et les membres détiennent 85% de la consommation nationale. Donc c'est important. Mais on aurait souhaité que les autres aussi l'appliquent. Donc d'où l'importance d'assainir le secteur. D'assainir le secteur au profit du consommateur. Le consommateur est donc appelé à faire preuve de vigilance pour préserver sa santé. D'autant que les Algériens sont de grands amateurs de sucre avec plus de 30 kilos par habitant et par an, soit 2 fois plus que la moyenne. Dans le reste de l'actualité, le président russe Vladimir Poutine s'est dit ouvert au dialogue avec la partie ukrainienne, ainsi qu'avec tous ceux qui veulent la paix si les exigences russes sont acceptées, à savoir un statut neutre et non nucléaire pour l'Ukraine, sa démilitarisation obligatoire, la reconnaissance de l'annexion de la péninsule de Crimée par la Russie et la souveraineté des régions séparatistes pro-russes de l'Est ukrainien. L'Ukraine a pour sa part accusé aujourd'hui la Russie de terreur nucléaire après avoir occupé dans la nuit la centrale de Zaporijie, la plus grande en Europe. Une opération qui fait craindre une catastrophe et provoquer une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Au Maroc, plusieurs enseignants contractuels ont été arrêtés et d'autres blessés lors de répressions de manifestations pacifiques pour protester contre la non-satisfaction de leurs revendications socio-professionnelles. Malgré cela, ils restent déterminés à poursuivre leur combat. Marim Damis. Lors d'une manifestation des enseignants contractuels au Maroc, des hommes et des femmes ont été violentés, insultés, arrêtés par des agents de sécurité. Les enseignants contractuels ont entamé une énième grève qui se poursuivra jusqu'au 6 mars. Ils réclament leur intégration dans la fonction publique et la prise en charge de leurs revendications socio-professionnelles pour vivre dignement. Nous, les enseignants contractuels, nous n'avons qu'une seule revendication, c'est l'intégration dans la fonction publique. Nous n'avons pas d'autres réclamations. Nous souhaitons faire parvenir ce message aux autorités. Après une longue série de manifestations, nous sommes sortis encore une fois pour réclamer la fin du statut enseignant contractuel. C'est le seul slogan de la coordination nationale des enseignants. Hier, plusieurs personnes ont été arrêtées et battues par les forces du Marzen. Pour l'heure, la Fédération nationale marocaine de l'enseignement a fait état de 19 enseignants arrêtés, dont 2 femmes et d'autres blessés, lors de la brutale répression par les services de sécurité du Marzen.
Le ministère fait la sourde oreille et nous sommes surpris de voir toutes ces arrestations. Près de 20 personnes ont été arrêtées. Nous voulons savoir où veut en venir le gouvernement. La coordination nationale des enseignants actuels a souligné que ces actions s'inscrivaient dans le cadre d'une réponse au mutisme du ministère concernant la gestion du secteur et son manque d'interaction sérieuse avec leurs correspondances. Une dizaine d'associations marocaines de défense des droits de l'homme activant en France appellent à un rassemblement demain devant l'ambassade du Maroc en France pour dénoncer les pratiques répressives du régime du Merzen et exiger la libération de tous les détenus politiques dans le royaume. Plus que quelques mois nous séparent des Jeux méditerranéens 2022 d'Oran. Les préparatifs vont bon train. Alors, pas seulement au niveau des infrastructures sportives et hôtelières, le musée national Ahmed Zabana se prépare aussi à accueillir les futurs hôtes d'Oran. Badé Amarni. C'est au cœur même d'Oran, ville méditerranéenne, qu'est implanté l'un des plus anciens musées du pays, le musée national Ahmed Zabana, un espace qui conserve précieusement un pan de la mémoire de cette région et qui préserve son histoire et celle de l'Algérie. Le musée se prépare à recevoir les hôtes d'El Bahia à l'occasion des Jeux méditerranéens 2022. Nous proposons une session de formation de guides culturels capables de faire connaître le patrimoine algérien en général et le patrimoine de la ville d'Oran en particulier. Des jeunes formés dans le domaine de l'histoire et du patrimoine accompagneront les délégations sportives et les hôtes de l'Algérie pour leur conter l'histoire de chacune de ces pièces archéologiques jalousement gardées par ce musée. Nous sommes en phase de préparation de certaines salles du musée qui ouvriront leurs portes au public lors des Jeux méditerranéens. La belle histoire de la ville d'Oran sera donc racontée par le musée Ahmed Zabana et les pièces inestimables qu'il renferme. Les invités des Jeux méditerranéens auront le loisir de les découvrir lors de cet événement sportif grandiose qui approche à grands pas. Il est l'un des pères fondateurs des arts contemporains algériens. Abdel Mustafa, un artiste dont la carrière a démarré il y a 60 ans, expose ses œuvres et créations au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Samira Hadja Maritala, sa rencontre, reportage. On dit que dans l'art, la vie seule intéresse, mais dans la vie de Mustafa Adden, absolument tout intéresse, et depuis 60 ans déjà. Nassim, pour moi, c'était une idole. Je crois que c'est... J'ai pas connu Mamri. Mamri est mort, je sais pas... pas longtemps. Ça, c'est des grands peintres. Hemsch, par exemple. Donc, ce qu'ils avaient de particulier, Rassim et les autres peintres algériens qui sont restés, qui n'ont pas été faire, disons, a été à Paris pour dessiner, apprendre, ou je ne sais pas, vendre, etc. Ça, c'est leur choix. Hein. Mais il y a d'autres qui sont restés. Ce spécialiste de l'émo, fondateur du groupe Aouchen, concepteur de la première médaille algérienne, créateur des clés de la ville d'Alger, n'a qu'une seule œuvre accrochée au Musée national des beaux-arts, un lieu où il n'a pourtant jamais exposé. Toujours travaillé. Donc j'ai produit, et produit pour l'État. Là-bas, les musées, c'est des frigos pour moi. Ça n'a rien à voir. Là, je suis très content parce que vous êtes là, vous animez disons, tout ce qui est description, etc. Moi, je le fais avec cœur. Et son message pour l'art et pour les générations d'artistes algériens qui arrivent est clair. Les musées doivent à tout prix être ouverts aux artistes. Évidemment, il y a des problèmes disons, de qualité, de choses. Il ne faut pas oublier que quand même le conservateur a des droits de manière à dire non, ça ne me va pas, parce que moi j'ai une collection datant du XVIIIe siècle. Il y a des salles pour cela. S'il y a véritablement
des peintres à exposer, c'est d'abord commencer par les Algériens. Sculpteur, céramiste, designer et architecte d'intérieur, Aden Mustafa et tout ça et bien plus. Et son parcours est un modèle de référence dans l'histoire des arts et de la culture algérienne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée midi. Excellente soirée à tous, surtout à l'Algérie.